Southampton, sur la côte sud de l'Angleterre. C'est le plus grand port marchand du pays. C'est ici que partent les cargos et les bateaux de croisière qui traversent l'Atlantique. Le plus connu ayant été le Titanic. Mais cette petite ville de province a surtout été le théâtre de la plus grande erreur judiciaire du Royaume-Uni. Nous sommes le 5 décembre 1979, il est 9h45. Le patron de ce pub, Anthony Pocock, attend un camion de livraison en retard. Il se rend dans l'arrière-cour de son bar et comprend tout de suite ce qu'il se passe. Le véhicule de l'une de ses employées bloque le passage. Énervé, l'homme s'approche de la voiture. Et ce qu'il découvre à travers les vitres le terrifie. Il court immédiatement alerter la police. Quelques minutes plus tard, les premiers bobbies arrivent sur les lieux. Sur la banquette arrière gît le corps inanimé d'une jeune femme brune. Et elle est tout de suite identifiée par le patron du pub. C'est l'une de ses serveuses. Elle s'appelle Teresa DeSimone. Elle a 22 ans. La jeune femme est décédée. La police criminelle établit un périmètre de sécurité et fait les premières constatations. Quand les policiers arrivent sur le parking, donc, ils se rendent compte, ils voient le corps de Teresa sur la banquette arrière. Elle est notamment dénudée sous la ceinture, donc tout le bas du corps est nu. Elle était à l'arrière avec une jambe pendante vers le sol et l'autre relevée contre le dossier de la banquette. Le corps de Teresa ressemble à celui d'un pantin complètement désarticulé, comme si la jeune femme avait cherché à se débattre. C'est au niveau du cou que les policiers déterminent la cause du décès. Les policiers découvrent sur la victime des traces très significatives autour du cou, qui sont les traces en profondeur d'un étranglement lent. Et par les traces de salive que l'on retrouve aux commissures de ses lèvres, on imagine que l'étranglement a été très lent. Un examen plus précis au niveau du bas-ventre et des fesses indique que Teresa a également été violée. Le légiste a trouvé qu'elle avait été agressée sexuellement. Elle avait des ecchymoses au niveau du bas-ventre et de l'anus. Elle a été agressée, elle a été violée, car ils ont trouvé du sperme sur les parties génitales. Grâce au rapport d'autopsie, les policiers vont écarter l'hypothèse de plusieurs agresseurs. Le médecin légiste a précisé que les violences sexuelles et le meurtre ont eu lieu à des moments très rapprochés. Le légiste a indiqué qu'elle a été violée juste avant ou après le meurtre. Donc la police n'a pas de doute que c'est un seul et même homme qui l'a étranglée et agressée sexuellement. Les policiers sont d'autant plus convaincus que le tueur et le violeur ne sont qu'un seul et même homme, que l'examen des bleus sur le corps indique précisément comment l'agresseur a maîtrisé sa victime. Elle a des bleus énormes sur la jambe gauche et sur les poignets qui indiqueraient que, sur les mains et sur les poignets, qui indiqueraient donc que le violeur l'a sûrement, et que le tueur l'a sûrement maintenu à la banquette arrière, fortement au niveau des mains et des poignets. Par ailleurs, on ne retrouve pas de traces de chair sous les ongles de la victime. C'est-à-dire pas de lésions de défense généralement dans les agressions. Elles ont le temps de griffer leur agresseur. Là, ça n'a pas été le cas. Devant le siège avant, les policiers trouvent la culotte et un bas qui ont été arrachés par le violeur. La voiture est passée au peigne fin, à la recherche d'indices qui permettraient d'identifier le tueur.
Il y avait des empreintes sur le volant, mais les policiers ont réalisé qu'elles n'étaient pas exploitables. Des empreintes qui ne sont pas assez significatives pour être concluantes. Les enquêteurs reportent tous leurs espoirs sur le seul indice matériel découvert dans le véhicule, un peigne de couleur noire. Un peigne qui semble être un peigne masculin, mais en tout cas, il ne semble pas appartenir à la victime. Donc on en déduit que ce peigne appartient probablement à l'agresseur. Malheureusement, après analyse, aucune empreinte n'est retrouvée sur le peigne. Dans la Ford Escort de Teresa, aucune piste sérieuse. Alors les enquêteurs vont s'intéresser à la personnalité de la victime. Avait-elle un petit ami, des problèmes de famille et surtout des ennemis? Les enquêteurs découvrent qu'en réalité, Teresa DeSimone est secrétaire à la compagnie du gaz britannique. Elle travaille tous les jours de 9h à 17h. C'est une employée discrète, on ne lui connaît aucun conflit avec des collègues ou même sa hiérarchie. 2 soirs par semaine, quand elle quitte le bureau, elle va travailler au pub comme serveuse. Elle veut arrondir ses fins de mois et aussi se faire des amis. C'est une jeune femme particulièrement introvertie. Teresa était très timide, calme et vraiment une personne très gentille. Elle est venue travailler au pub parce qu'elle voulait se faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Et puis elle venait d'acheter une voiture et l'argent qu'elle gagnait au pub lui permettait de rembourser la Ford Escort. En interrogeant ses parents et ses amis, les policiers dressent le portrait d'une jeune femme bien sous tout rapport, sans aucune liaison dangereuse. Elle venait d'une famille très catholique. C'était une fille modèle. Ses parents étaient très satisfaits de la conduite de leur fille. C'était une jeune femme respectable à tous égards. Elle n'a pas de petits copains en particulier, elle n'a pas d'histoire compliquée. Elle prend des cours d'italien notamment. Et elle souhaitait faire du badminton aussi. Elle y avait joué jeune, je crois. Donc elle est venue jouer dans mon club avec moi. Famille, travail, loisirs, les enquêteurs n'identifient aucun suspect dans l'entourage de Teresa. C'est une jeune fille qui est parfaitement sociable, intégrée. C'est la joie de vivre et rien dans l'enquête, en tout cas, ne permettra de lui trouver un quelconque ennemi. Alors que les parents de Teresa enterrent leur fille unique, les policiers cherchent à savoir si la jeune femme a croisé son agresseur dans les heures qui ont précédé le drame. Pour cela, ils vont interroger la dernière personne à l'avoir vue vivante. Elle s'appelle Jenny Savage, une amie de la victime. Et voici comment, selon sa déposition très précise, s'est déroulée la dernière soirée de Teresa. Le 4 décembre 1979, il est 23 h. Le pub ferme ses portes. Côté cour, c'est par la porte de service que Teresa quitte l'établissement, comme à son habitude. Ce soir-là, elle est attendue par son amie, Jenny Savage, qui est venue la chercher en voiture. Les deux jeunes femmes ont décidé d'aller boire un verre avant de rentrer chez elles. Elles se rendent sur London Road, la rue la plus animée de Southampton. Les deux jeunes femmes entrent dans une boîte de nuit et elles ne vont pas se quitter de toute la soirée. Selon Jenny Savage, elles ont bien été abordées par 1 ou 2 hommes, mais la discussion sur un ton bon enfant n'a duré que quelques minutes. Vers minuit 45, elles quittent le nightclub, toutes les deux. Jenny raccompagne son amie dans l'arrière-cour du pub. Car Teresa doit encore récupérer sa voiture laissée au parking. Jenny Savage repart immédiatement. Teresa disparaît dans la pénombre. Il est 1 h du matin, l'endroit est désert,
Les policiers vont acquérir la certitude que le drame s'est déroulé quelques minutes plus tard et que le meurtrier était déjà caché quelque part. Voici pourquoi. Sur place, les enquêteurs constatent que l'arrière-cour du pub est ceinturée de barres d'immeubles. Les policiers vont frapper à chaque porte à la recherche de témoins. En commençant par les résidents de Wyndham Court, l'immeuble le plus proche de la scène de crime. Ils interrogent des centaines de personnes et recueillent en particulier 2 dépositions qui confirment que le tueur était là à 1 h du matin. Le premier, c'est le témoignage d'un jeune étudiant qui, ce soir-là, étudiait dans sa chambre. Qui habite au 5e étage dans un immeuble dont les fenêtres donnent sur le parking où était garée la Ford Escort de Teresa. Avec sa fenêtre ouverte et qui a à un moment entendu, vers 1 h du matin, comme il l'a décrit, un homme et une femme parler à voix haute. C'était un homme et une femme qui parlaient, et puis une femme qui criait. Les policiers trouvent un autre témoignage, celui d'une personne retraitée, une infirmière à la retraite. Il s'agit de Madame Titterley. Elle aussi a entendu le cri à 1 h du matin. Poussée par la curiosité, elle s'est levée. Et elle a allumé la lumière et puis a regardé dehors. Et elle a vu un homme titubé dans la rue et qui était malade. En réalité, il pleurait, il sanglotait, il faisait 1 mètre, il s'arrêtait, on a l'impression qu'il allait vomir, et presque au bord du malaise. Dans un état pas normal, visiblement complètement sous, vraiment pas bien. Quelle que soit la personne qui était là, nous savons que c'était le tueur. Le meurtrier a donc été aperçu au pied de l'immeuble. Les policiers vont ratisser tous les environs à la recherche de traces que le tueur aurait laissées derrière lui. À quelques mètres seulement de la scène du crime, ils trouvent plusieurs objets ayant appartenu à Teresa, du rímel, un rouge à lèvres et une paire de gants en laine bleue. Le tueur a ensuite marché 150 mètres plus loin sur Blechinden Terrace. C'est ici que les policiers retrouvent d'autres objets, le porte-monnaie et le sac à main vide. Manquent les bijoux que portait Teresa le soir du drame. Car selon sa mère qui l'avait vue ce jour-là, Teresa avait au poignet une montre de forme ovale plaquée or et 3 bagues. Selon son amie Jenny Savage, Teresa avait également autour du cou une chaîne ornée d'une croix. Sur place, ces bijoux restent introuvables. Les policiers ne trouvent aucun autre indice. La piste du tueur s'arrête là. L'enquête semble dans une impasse quand 2 jours seulement après le meurtre, le hasard va mettre les policiers sur une piste très sérieuse. Le soir du 6 décembre 1979, un homme fracture une voiture stationnée dans le centre-ville de Southampton. En quelques minutes, il vole un autoradio et des cassettes. Alors qu'il s'apprête à prendre la fuite, il est interpellé en flagrant délit et conduit au commissariat. Le voleur s'appelle Sean Hudson. C'est un délinquant multirécidiviste. Lui n'est pas inconnu des services de police, mais toujours pour des délits mineurs. Il est toxico, vaguement dealer. Sa spécialité maintenant en tant que délinquant est le vol de voitures, ou du moins l'effraction de voitures pour voler des choses à l'intérieur. Mais sa délinquance s'arrête là, si je puis dire. Placé en garde à vue, Sean Hudson ne risque pas grand-chose. Son délit est mineur. Et pourtant, il se montre très coopératif avec les policiers, au-delà même de toutes leurs espérances. Premier coup de théâtre de cette affaire, pendant son audition, pendant sa garde à vue, il va dire aux policiers qu'il a des révélations à faire
très importante. Il va leur annoncer qu'il connaît le meurtrier de Teresa DeSimone. Inutile de vous dire que les policiers sont très intéressés par les explications de Sean. Et Sean Hudson de livrer l'identité de l'homme aperçu la nuit du meurtre à quelques mètres seulement de la scène du crime. Il s'agirait selon lui d'un certain Philip Topley. Philip Topley est à peu près du même gabarit que Sean. C'est deux paumés, dealers, toxicos, voleurs. Qui habite aussi à Southampton, qui est également un délinquant connu des services de police pour notamment des cambriolages. Jeune, mais déjà bien mal parti, si je puis dire. Sean Hudson ne donne pas le nom de Philip Topley au hasard. Il le connaît bien, il était même chez lui sur Gordon Avenue le lendemain du meurtre à Southampton. Et il raconte aux policiers son étrange comportement ce jour-là. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était dans son appartement à Southampton. On buvait, on fumait. Et puis ses vêtements, t-shirt et pantalons étaient complètement couverts de sang. Il donne des détails. Il a vu un pantalon plein de sang, il a vu un t-shirt plein de sang. Il a même vu d'ailleurs ce Philip Topley mettre ses affaires dans un sac en plastique. Et lorsqu'il sort pour aller prendre un verre dans un pub quelconque, il les jette dans une poubelle du centre-ville. Ensuite, on a traîné. On s'est retrouvé près du lieu où le crime avait été commis. Et Topley a dit « Va pas par là. Un meurtre a été commis la nuit dernière, j'y étais. » Alors là, je me suis dit « Mais comment il sait tout ça ?» J'étais sous, mais quand même, comment pouvait-il savoir tout ça? À l'approche de l'arrière-cour du pub, les deux hommes auraient aperçu un car de police et Philip Topley aurait pris peur. Et quand il voit cette voiture de police, il s'en va. Il prend la fuite. Donc voilà ce que Sean raconte aux policiers en charge de l'enquête, chargés de résoudre l'enquête sur l'assassinat de Teresa. Un homme couvert de sang qui se débarrasse de ses vêtements et qui fuit à la vue d'une voiture de police. Les enquêteurs pensent enfin tenir un suspect. Ils vont arrêter Philip Topley à son domicile, mais un détail scientifique relevé sur la scène du crime va le disculper. L'analyse du sperme retrouvé dans le corps de Teresa a permis à la police de déterminer que le groupe sanguin du tueur était le groupe AB ou A. Topley était de groupe O, donc il n'était pas le tueur. Pour les enquêteurs, c'est le retour à la case départ. Désemparés, ils en sont réduits à lancer des appels à témoins. Ils ont même installé une petite caravane près de la scène du crime pour entendre chaque personne susceptible de leur donner la moindre information. Traquer le tueur de Teresa dans les rues de Southampton, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Plus de 40 policiers sont mobilisés pour examiner le passé judiciaire de tous les habitants de la ville et recouper les emplois du temps, sans résultat. Pendant 12 mois, l'enquête piétine. Mais une nouvelle piste va mener les policiers vers un homme qu'ils connaissent déjà et qui est sous les verrous. Prison de Wandsworth, dans la banlieue de Londres. Sean Hudson y purge une peine de 3 ans de réclusion pour cambriolage, et celui qui avait lancé les enquêteurs sur une fausse piste, 1 an plus tôt, va selon la police dire toute la vérité sur le crime de Teresa. Nous sommes le 8 décembre 1980, le détenu Sean Hudson demande à parler à un prêtre. Il rencontre le père Moran et c'est là vraiment où tout bascule. Il va se montrer très bavard, il va vraiment se confier profondément à ce prêtre, il parle beaucoup. Et il va lui faire de terrifiantes révélations. Il raconte qu'il fait des cauchemars depuis qu'il a tué une fille à Southampton 1 an plus tôt. Il va lui dire que chaque nuit, il revoit le visage de cette femme qu'il a assassinée, qui lui revient comme ça dans ses cauchemars par des flashs.
Et il n'arrive même plus à dormir. Il a besoin de se confier à quelqu'un et donc il dit au prêtre que c'est lui le meurtrier, le violeur de Teresa. Tourmenté par ses cauchemars, Sean Hudson vient d'avouer pour la première fois le meurtre de Teresa DeSimone. Et ses aveux donnés sur le ton de la confession ne sont pas les derniers. Quelques heures plus tard, l'homme se livre une nouvelle fois. Le lendemain de sa confession auprès de l'ecclésiastique, il ne s'arrête pas là. Il va voir un maton. Un des surveillants de la prison, Paul Crowley. Et il va aller encore plus loin. Il lui dit qu'il s'est déjà confié à un prêtre et qu'il a tué une fille. Il raconte qu'il a frappé la fille à la tête. Il va dire notamment qu'il a mis des coups, qu'il a porté des coups à cette jeune femme. Elle s'est mise à crier, qu'il l'a donc frappée pour qu'elle se taise, qu'il l'a ensuite attrapée au niveau du cou. Il raconte la scène de crime, qu'il l'a étranglée, il lui a arraché ses vêtements, il va de plus en plus loin. Le gardien de prison Paul Crowley s'interroge. Assiste-t-il au délire d'un prisonnier mal dans sa peau ou aux révélations faites par un meurtrier? En fouillant la cellule du détenu, il découvre cette fois-ci des aveux écrits, une lettre dans laquelle Sean Hudson raconte qu'il est rongé par le remords. Il parle de torture mentale, on sent que ce crime le dérange, qu'il ne donne pas d'explication d'ailleurs à ce crime. Il dit « c'est moi qui l'ai fait, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai fait ». Pourquoi je l'ai tué, je ne sais pas, mais j'aimerais être mort à la place de cette jeune fille. Il parle de la peine qu'il a infligée à la famille de la victime. Il parle de la sentence qui va pas manquer de tomber. Il dit même qu'il la mérite et qu'il est prêt à l'accepter. Il dit tout ça dans ces courriers très étranges, très décousus. Alerté par l'administration pénitentiaire, le chef de l'enquête sur le meurtre de Teresa fait le déplacement en personne à la prison de Wandsworth. À peine a-t-il le temps de s'asseoir, et avant même de poser la moindre question, Sean Hudson lui fait une déclaration officielle. La première chose qu'il a dite au chef de l'enquête, c'est « je l'ai fait ». Pendant plusieurs jours, les policiers se relaient pour interroger Sean Hudson. Les enquêteurs sont d'autant plus convaincus de sa culpabilité qu'au fil des interrogatoires, l'homme livre des détails de plus en plus précis. Des détails que seul le meurtrier et le violeur de Teresa auraient pu connaître. Des détails surtout qui n'ont jamais été révélés à la presse et que la police connaît bien évidemment parce qu'elle connaît le dossier, mais qui ne sont jamais sortis de ce dossier. Au bout du compte, Sean Hudson livre le récit complet de sa journée du 4 septembre 1979, qui l'aurait conduit au viol et au meurtre de Teresa. Nous sommes à Leigh Road, dans la banlieue de Southampton, au matin du drame. Sean Hudson habite dans un foyer au numéro 23. L'homme est seul et en guise de petit déjeuner, engloutit plusieurs bières ainsi que des cachets. C'est un alcoolique et un drogué. À l'époque, quand je buvais n'importe quoi. La drogue n'était pas suffisante pour me défoncer. J'avais besoin d'être défoncé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis il va sortir, il va traîner un peu au hasard des rues, traîner dans les bars, dans les pubs. Ensuite, il va même acheter du vin dans un petit épicier. Il va continuer à boire dans un parc juste derrière le centre civique de la ville. Il va pas mal picoler tout au long de cette journée. Aux policiers, Hudson raconte que le soir venu, sa dérive alcoolique l'aurait conduit près de ce théâtre situé à quelques mètres seulement du pub où travaille Teresa. Et dans ce quartier, Sean Hudson a ses petites habitudes. Il se livre à un commerce illégal. C'est un dealer. C'était un bon endroit pour vendre de la drogue. Je me faisais de l'argent facilement, de 60 à 80 euros par nuit. Je vendais de la drogue aux acteurs du théâtre d'à côté, je leur vendais de la cocaïne ou n'importe quoi. C'était vraiment un business qui marchait bien.
Sean Hudson serait ensuite entré dans le pub où travaillait Teresa. Pour les policiers, c'est une information cruciale et ils lui reposent la question « Êtes-vous certain d'être entré dans ce pub ce soir-là » J'étais dans le pub. Oui, oui, j'étais dans le pub ce soir-là. J'ai fait plein de pubs, mais j'étais dans celui-là, c'est sûr. Sean Hudson dit avoir bu plusieurs pintes, mais n'aurait pas adressé la parole à Teresa. Il affirme être resté dans le pub jusqu'à la fermeture. Peu après 23 heures, Teresa quitte le pub pour rejoindre son amie Jenny Savage, qui l'attend en voiture. Le quartier est désert. Sean Hudson raconte qu'il était saoul pour rentrer chez lui. Il devait donc trouver un endroit pour dormir. À l'arrière du pub, sur le parking, il trouve refuge dans une voiture, et pas n'importe laquelle. Et il voit sur ce parking une Ford Escort. Donc la Ford de Teresa garée sur le parking du pub. La Ford Escort de Teresa. Pour les enquêteurs, le choix de la voiture ne doit rien au hasard. Souvenez-vous, un an plus tôt, Sean Hudson avait été arrêté à Southampton pour effraction d'une voiture Ford. Et le policier qui l'interroge sait qu'il a en face de lui un spécialiste de cette marque de voiture. C'est vrai que vous étiez très bon pour voler dans les Ford Escort? J'étais excellent pour tous les modèles Ford. J'étais excellent, moi, monsieur. Je les braquais et je piquais tout à l'intérieur et je revendais tout. J'avais un passe-partout de tous les modèles Ford. Je l'avais acheté 5 € à un concessionnaire. Avec, je ne pouvais pas démarrer les voitures, mais je pouvais ouvrir n'importe quelle Ford dans le pays. Alors, Sean Hudson explique aux enquêteurs que ce soir-là, lorsqu'il s'approche de la Ford Escort de Teresa, il n'a aucun mal à ouvrir la portière. Il ouvre cette voiture uniquement dans le but de dormir. Il a vu l'heure, il pense que le véhicule ne bougera plus de la nuit, et donc il va s'installer sur le siège arrière de cette Ford Escort. Vers 1 h du matin, Teresa DeSimone rentre de boîte de nuit et se dirige vers sa voiture. Il entend à ce moment-là des pas qui s'approchent, des talons, il entend quelqu'un marcher vers la voiture. Et il entend le cliquetis caractéristique de la clé qui s'introduit dans la serrure. À l'arrière, Hudson dit avoir observé Teresa s'installer au volant de la voiture. Il aurait fait une description détaillée que notent très précieusement les policiers. Il dit qu'elle est montée dans sa voiture avec sa jupe noire, avec les deux genoux serrés l'un contre l'autre. Elle s'assoit sur le siège conducteur et ensuite le corps pivote, comme si les deux jambes étaient attachées. Or, cette façon très particulière qu'avait Teresa de monter dans sa voiture n'avait jamais été divulguée. Seuls les policiers en avaient connaissance, grâce à un témoin incontestable. Sa mère a décrit exactement aux policiers comment Teresa montait dans sa voiture. Elle a installé d'abord ses fesses dans la voiture et qu'ensuite elle a ramené ses jambes sous le volant. Exactement, presque mot à mot, ce que Sean Hudson a raconté à la police. L'enchaînement tragique des événements va alors très vite. La jeune femme vient de s'asseoir. Il ne lui reste plus que quelques minutes à vivre. Elle met à ce moment-là son sac sur la banquette arrière. Et là, c'est là où Hudson se relève. Elle est surprise, donc elle crie. Pour l'empêcher de crier, il dit je lui ai mis mes doigts dans sa bouche. Je l'ai attrapé par son chemisier ou le petit haut qu'elle portait à ce moment-là. Il y a une espèce de combat, de lutte acharnée. Et puis il décrit qu'il est sur elle à un moment donné et qu'il s'appuie sur ses cuisses, à l'intérieur de ses cuisses. Il va raconter que quand il étrangle Teresa, il y a cette salive qui coule sur le bord de sa bouche. Exactement ce que le médecin légiste avait constaté en venant voir le corps de Teresa DeSimone. Teresa est agonisante. Sean Hudson aurait déclaré alors avoir arraché les bas et la culotte de la jeune femme.
Il raconte ensuite qu'il aurait violé sa victime une première fois. La croyant morte, il aurait passé le corps inanimé de Teresa sur la banquette arrière. Mais lorsque soudain la victime est prise de soubresaut, Hodgson aurait eu une nouvelle pulsion. Après, je l'ai violée pour j'ai essayé de la prendre pour la deuxième fois, de la reprendre. Impuissant cette fois-ci, il n'y serait pas parvenu. L'homme ajoute alors un détail sordide. C'est à ce moment-là qu'il aurait utilisé un démon de pneu pour se substituer à sa défaillance. Teresa est morte. Le chef de l'enquête interroge Hodgson pour savoir exactement dans quelle position il a laissé le corps de la défunte. Encore une fois, Sean Hodgson aurait donné des détails que seul le meurtrier pouvait connaître. Il a raconté que la jeune femme avait une jambe qui pendait vers le sol et l'autre était repliée sur le dossier de la banquette arrière. Et c'est exactement comme ça que les policiers l'ont trouvée, avec de la salive sur le coin de la bouche, exactement comme ça. Il a ajouté que ses bas étaient déchirés, c'est exactement ce que les policiers ont constaté. À la fin de cette terrifiante déposition, le chef de l'enquête est convaincu de la culpabilité de Sean Hodgson. D'autant que le détenu a fait preuve d'une troublante sincérité. Le chef de l'enquête, Sutherland, raconte que pendant les confessions, Hodgson revivait la scène. Le policier a eu l'impression qu'il disait vraiment la vérité, car il parlait tout en se souvenant précisément de ce qui s'était passé. Il revivait la scène. Le commissaire Sutherland sait qu'il ne peut pas se fier qu'à ses impressions pour inculper Sean Hodgson. Alors il interroge le détenu sur le seul indice matériel trouvé dans la voiture de Teresa, un peigne noir. Sean, spontanément, va dire « mais c'est le mien ». Et d'ailleurs, c'est tellement le mien qu'il y a mes initiales. J'ai gravé au couteau, là, donc c'est pas une calligraphie parfaite, mais j'ai gravé « c'est le mien ». Sean Hodgson aurait comme signé son crime avec ce peigne. Quant aux bijoux que portait Teresa le soir du drame, il déclare les avoir volés tout simplement. Il a indiqué qu'il a pris la montre de Teresa, qu'il l'a vendue le lendemain dans un pub. Sean Hodgson aurait indiqué qu'en quittant la scène du crime, il était malade, titubé et avait du mal à reprendre son souffle. Ce qui correspond au deuxième témoignage, l'infirmière qui a vu un type qui avait du mal à respirer et qui faisait mine de vomir à peu près tous les 2 pas. Des aveux circonstanciés, une lettre de remords, une preuve matérielle, un témoin, tout semble accabler Sean Hodgson. Pourtant, quelques mois plus tard, alors que s'ouvre son procès, le présumé meurtrier fait une déclaration tout à fait inattendue. Cour d'assises de Winchester le 5 février 1982. Sean Hodgson est accusé du meurtre et du viol de Teresa DeSimone. Au premier jour de l'audience, c'est le coup de théâtre. Le prévenu se lève et face au juré, fait une déclaration fracassante. Je suis un menteur. Je ne l'ai pas tué, et de toute façon, à chaque fois que je suis arrêté par la police, je raconte n'importe quoi. Donc, je me tairai. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, donc depuis le 4 décembre 1979, il va clamer haut et fort qu'il est innocent. Dans le tribunal, c'est la stupéfaction. Personne n'en croit ses oreilles, sauf son avocat Robin Gray, à qui Sean Hodgson a toujours déclaré qu'il n'avait rien à voir avec le meurtre de Teresa. Il ne m'a jamais dit qu'il avait tué la fille, que ce soit à moi ou à d'autres de ses avocats. Il a toujours démenti l'avoir tuée. La presse locale titre « Procès Hodgson, le choc ». L'homme dans le box déclare « Je suis un menteur ». Mais une fois l'effet d'annonce passé, les jurés ne croient pas un mot de la déclaration de l'accusé. Ils l'interprètent comme une tentative désespérée de semer le doute de la part d'un homme que tout accuse. Ils ont considéré que cette pirouette donc, était une stratégie nouvelle de la part de l'accusé, dans le but de semer le trouble alors qu'il avait toujours tout reconnu.
ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les policiers, habités par leur certitude, quand ils sont venus, eux, témoigner à la barre, raconter leur enquête, ont été très convaincants. C'est donc parole contre parole, entre un voleur alcoolique et drogué et la police du Hampshire, pour qui le dossier d'enquête est sans faille. Sean Hudson est seul contre tous. À la cour, les policiers étaient considérés comme des gens très respectables qui ne pouvaient pas mentir. Moi, on me disait, c'est toi qui as dit que tu étais un menteur. Personne ne voulait me croire, ni la police, ni le procureur. Les jurés ne voulaient pas me croire. Personne ne me croyait. Pour moi, en tant qu'avocat, le cas était désespéré, parce que les confessions qu'il avait faites étaient tellement convaincantes. Pour Robin Gray, la tâche est d'autant plus insurmontable que le procureur apporte un dernier élément qui va définitivement convaincre les jurés de la culpabilité de l'accusé. Sean Hudson est de groupe sanguin A, ce qui correspond à celui du meurtrier. Au moment du délibéré, la cause est entendue. Les jurés n'ont pas eu de longues hésitations. Ils ont condamné en moins de 3 heures Sean Hudson à la prison à vie. Le juré ne retiendra qu'une seule chose, ce sont les aveux de Sean Hudson et le fait qu'il ait dit lui-même qu'il avait tué et violé Teresa DeSimone. Curieusement, à l'annonce de la sentence, l'homme qui se disait innocent ne proteste pas. Quand Hodgson a été condamné à la prison à vie, le juge, qui a par ailleurs déclaré au condamné « Je n'ai aucun doute sur votre culpabilité, je suis d'accord avec les jurés », Hodgson a eu un petit sourire, mais il n'a pas vraiment réagi. Et je ne me souviens pas qu'il ait eu une attitude différente pendant tout le procès. Il était résigné. La justice a tranché. Les proches de Teresa sont partagés entre le soulagement et la colère. J'ai tout de suite éclaté en sanglots. J'étais soulagée que tout ça soit terminé. En tout cas, nous le pensions à ce moment-là. La réaction de la mère de Teresa a été « J'aimerais que la peine capitale existe toujours et qu'il soit condamné à mort ». Sean Hudson est incarcéré à la prison de Parkhurst, sur l'île de Wight, un centre pénitentiaire isolé du reste du monde. Car ici sont enfermés les délinquants sexuels les plus dangereux du pays, et Sean Hudson va vivre l'enfer. C'était vraiment une prison très dure. Ces prisonniers n'étaient pas comme moi. Moi, je n'étais pas un pédophile, un violeur ou un agresseur sexuel. C'était dur parce que ces prisonniers étaient prêts à s'entretuer. C'était vraiment très dur. Pour contrôler les détenus, la direction de la prison n'hésiterait pas à imposer un traitement de cheval. Quotidiennement, les gardiens feraient avaler de puissants tranquillisants à chaque prisonnier. Les médecins me disaient « Vas-y, prends ces pilules. Et encore celle-là, et encore, et encore. » Chaque jour, à heure fixe, Sean Hudson aurait été abruti par les médicaments et cela aurait duré pendant des années. Les médecins de la prison m'ont tellement bourré de médicaments. C'est incroyable ce qu'ils m'ont fait. J'en prenais tellement. Je ne savais plus où j'étais. Malgré ses conditions de vie, Sean Hudson refuse de baisser les bras. Il entend prouver un jour qu'il a été victime d'une erreur judiciaire. Dès le premier jour de mon procès, j'ai toujours dit que j'étais innocent. En prison, j'ai toujours clamé mon innocence. Seul dans sa cellule, sans parents, amis ou relations pour l'aider, il écrit de nombreuses lettres à des avocats, des appels au secours, comme des bouteilles jetées à la mer. Il va multiplier les courriers aux avocats pour appeler au secours, pour dire « mais je suis une erreur judiciaire, il faut m'aider, il faut me sortir de là, il faut faire appel ». J'ai contacté tellement d'avocats. Au départ, ils disaient « ok, on va s'occuper de toi ». Mais à chaque fois qu'ils s'informaient auprès de la police, ils finissaient par abandonner. À tous les coups, ils lâchaient l'affaire. Sean Hudson va rester 27 ans en prison.
Et pendant toutes ces années, il va tenter de trouver un avocat qui accepte de le défendre. En vain, personne ne croit en son innocence. Son cas semble indéfendable. Alors le détenu sombre dans la dépression et il s'accroche à la vie avec l'énergie du désespoir. Je ne sais pas vraiment comment j'ai tenu le coup, mais je l'ai fait. Je ne croyais plus en la justice, les avocats, la police. Mais je me disais, c'est pas possible, il doit y avoir une lumière au bout du tunnel. Je me suis dit, soit je sors dans un cercueil, soit je sors libre. Son salut chez Knudsen le trouve par hasard en 2008 lorsqu'il feuillette un journal distribué aux détenus. Et sur une page intérieure, un encart publicitaire attire son attention. C'est celui du cabinet d'avocat Julian Young. Quelques jours plus tard, en mars 2008, ce cabinet situé dans le centre de Londres reçoit la lettre de Knudsen. C'est Julian Young en personne qui réceptionne ce courrier. Cette lettre, la voici. Sur une simple feuille de classeur, c'est un Knudsen à bout de force qui a rédigé pour la énième fois sa situation. Je purge une peine de prison à vie pour meurtre. J'ai toujours clamé mon innocence toutes ces années. Je dois faire face à de graves problèmes de santé. Si vous estimez que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, contactez-moi. Julian Young s'est fait une spécialité des cas les plus désespérés. Et lorsqu'il examine le dossier, il découvre des incohérences dans les confessions de Hodgson, des omissions dans l'enquête, et surtout que la police aurait occulté un trait caractéristique de la personnalité de Knudsen. C'est bien un mythomane, comme le montre son casier judiciaire. La police, en 1979, savait que Sean Hodgson était un menteur. Il avait par le passé confessé plus de 200 délits, la plupart du temps des petits vols dans des voitures. Après plusieurs enquêtes, les policiers se sont rendus compte que tout ça n'était que des mensonges. Quand la police a vérifié les dates auxquelles ces vols étaient censés avoir été commis, elle a réalisé qu'en fait, Hodgson était en prison à ce moment-là, donc il ne pouvait pas les avoir commis. Dans l'histoire de ces fausses confessions, Knudsen a même avoué plusieurs homicides qu'il affirmait avoir commis à Londres 1 an avant le meurtre de Teresa. Il avait aussi avoué 2 meurtres. Le premier à Covent Garden et le deuxième à la fin des années 70 d'un homosexuel dans le nord de Londres. Encore une fois, les policiers ont réalisé que ces meurtres n'avaient jamais eu lieu. Jamais de la vie, ces 2 meurtres avaient eu lieu, à aucun moment. Comment Knudsen peut-il s'accuser de meurtre inventé de toutes pièces? Qui est vraiment cet homme, capable de mensonges aussi graves? Que s'est-il passé dans sa vie? On parle d'un homme qui est très malheureux, qui en tant que drogué a eu des overdoses en 1978. Il a vu des docteurs, il a été traité, il a eu des overdoses, il se mutilait, il était autodestructeur. Vraiment quelqu'un qui était dérangé mentalement, avec des troubles de la personnalité. Quand il sort de l'hôpital psychiatrique, Hodgson vit seul au 23 Lea Road, sans travail, sans amis et sans fiancée. L'homme se considère comme un vaurien et pour exister aux yeux des autres, il est prêt à tout. À la base, c'est quelqu'un qui a une très mauvaise image de lui-même. Il veut attirer l'attention, il veut que les gens l'écoutent, il veut que les gens deviennent ses amis. Et ça ne marche pas. Alors il se met à raconter des histoires, à exagérer son importance, l'air de dire « Regardez-moi, regardez ce que j'ai fait, j'ai tué des gens ». Et là, on se met à l'écouter. Voilà pourquoi 2 jours après le meurtre de Teresa DeSimone, Knudsen trouve l'occasion rêvée de faire parler de lui, d'être au cœur de cette affaire dont toute l'Angleterre parle. Arrêté pour un minable vol à la tire,
Il affirme aux policiers connaître le meurtrier en dénonçant Philip Topley, l'homme au t-shirt plein de sang. En dénonçant quelqu'un d'autre, il recherche l'attention. Il dit « Regardez-moi, je vous aide avec votre enquête criminelle. Je vais vous aider à résoudre cette affaire. Regardez-moi, je suis très important. Je suis le témoin le plus important. » Sean Hodgson fait partie de ces rares mythomanes prêts à prendre tous les risques pour une célébrité éphémère, sans en mesurer les conséquences. Ces gens-là ne pensent pas à ce qui va se passer dans 10 ans. Ils pensent à une gratification immédiate. Qu'est-ce que je vais obtenir maintenant? Et c'est sans doute ce qu'il pensait. Il n'a pas réfléchi aux conséquences, c'est-à-dire aux 27 ans de prison. S'il avait pensé à ces 27 ans de prison, je doute qu'il aurait parlé comme il l'a fait. Et ça, toute cette dimension médicale n'a à aucun moment été prise en compte par le système judiciaire anglais au moment où il convenait de juger équitablement, normalement, Sean. Julian Young en est convaincu. Lorsque Sean Hodgson s'est accusé du meurtre de Teresa face à un prêtre, un gardien de prison, des policiers, il a tout inventé depuis le premier jour. Exemple, quand les policiers ont évoqué le peigne trouvé sans empreinte dans la voiture de la victime, Sean Hodgson a indiqué que c'était bien le sien, et les policiers l'ont cru sur parole. Ce type de peigne était fabriqué par centaines de milliers d'exemplaires. On les donnait aux détenus. Mais pas seulement, il est aussi vendu à des millions d'exemplaires dans le pays. N'importe qui, dans son petit supermarché, peut acheter exactement ce même petit peigne noir en plastique, exactement le même qui a été retrouvé à l'arrière du véhicule. Sean Hodgson a sauté sur l'occasion. C'était comme un cadeau offert par la police. Un indice qui lui permettait de s'accuser. Plus incroyable encore, dans sa version des faits, Sean Hodgson a raconté qu'il avait utilisé un démonte-pneus pour mutiler Teresa. Or, Julian Young a trouvé la preuve que cette scène a simplement été imaginée par Hodgson et ne peut en aucun cas correspondre aux faits. Il n'a pas pu infliger des blessures avec ce démonte-pneus. Le médecin légiste a été clair, ce n'est jamais arrivé. S'il avait véritablement utilisé un démonte-pneus, les blessures auraient été bien plus importantes qu'elles ne l'étaient. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce qui se passait. Je me souviens avoir dit à ma collaboratrice « Quelque chose ne va pas dans cette histoire ». Mon instinct me disait « Ces confessions ne valent rien ». Seulement les intuitions de Julian Young vont se heurter à un problème de taille. Si Sean Hodgson a tout inventé, comment a-t-il pu donner des détails de la scène du crime que seul le meurtrier pouvait connaître? L'avocat a une hypothèse probable pour une affaire qui remonte à la fin des années 70. En 1979, il n'y avait pas d'avocat présent aux interrogatoires et les entretiens n'étaient pas enregistrés. Sans témoin ni enregistrement, les policiers auraient donc été libres de conduire et de retranscrire les interrogatoires à leur guise. Je pense qu'il est très vraisemblable que tous les détails venaient de la police. C'est l'explication la plus plausible. Maintenant, reste à savoir comment cela se passait. La police aurait posé ces questions et dans la foulée aurait soufflé les réponses à Sean Hodgson. Par exemple, les policiers disent « Alors, elle avait de la salive au coin de la bouche, n'est-ce pas ?» Et lui répond « Oui ». Les policiers retranscrivent, il déclare qu'elle avait de la salive au coin de la bouche, comme si Hodgson avait effectivement dit cette phrase. Selon Julian Young, les confessions de Hodgson à la police regorgeraient d'exemples de cette méthode d'interrogatoire très orientée. Et la police demandait « La victime était allongée sur le dos, n'est-ce pas ?» Et il répond « Oui ». Mais ils n'écrivent pas « Hodgson a dit oui », ils écrivent « Il déclare qu'elle était allongée sur le dos ». La méthode s'avère efficace. Soumis à plusieurs jours d'interrogatoire, Sean Hodgson, le mythomane, aurait signé volontairement des aveux dont il connaissait à peine le contenu. Ces confessions m'ont été extorquées. Je ne sais pas ce que j'ai dit aux policiers, je n'en ai aucune idée. Après un an de contre-enquête, maître Julian Young dispose d'un dossier suffisant pour mettre en doute la culpabilité de Sean Hodgson, mais il n'a aucune preuve de son innocence. Les progrès de la science en matière criminelle vont lui permettre de trouver la solution.
En 1979, lors des premières constatations sur la scène de crime, les enquêteurs avaient prélevé des cheveux et du sperme qui appartenaient au tueur. Mais à l'époque, les enquêteurs sont bien incapables d'identifier un meurtrier grâce aux empreintes génétiques, l'ADN. Je pense que la police avait fait 22 ou 23 prélèvements susceptibles de comporter de l'ADN. Et si Sean Hodgson avait été sur la scène du crime, il aurait laissé des traces derrière lui. Nous sommes en 2008. Julian Young demande à la police scientifique de comparer l'ADN du tueur à celui de Sean Hodgson. La vérité éclate. L'avocat a enfin la preuve formelle de son innocence. Cette expertise ADN montre avec la certitude que procure la science que Sean Hodgson n'était pas le tueur, qu'il n'avait rien à voir de près ou de loin avec ce meurtre. Londres, le 18 mars 2009. Une foule de journalistes se presse devant la cour d'appel. Sean Hodgson vient d'être acquitté. Il a passé presque la moitié de sa vie en prison, mais maintenant, pour la première fois depuis 27 ans, Sean Hodgson fait ses premiers pas en tant qu'homme libre et va essayer de reconstruire ce qu'il reste de sa vie. Il est complètement affaibli, complètement amaigri, il a du mal à marcher, il est soutenu d'ailleurs par son frère qui le tient par le bras. Je l'ai reconnu, mais il n'était plus que l'ombre de lui-même. Il était hagard, très pâle, l'air très malade. À 60 ans, Sean Hodgson savoure ses premiers instants de liberté. La police à l'origine de cette erreur judiciaire ne perd pas une minute. Sur les marches de la cour d'appel, elle s'engage à retrouver le vrai coupable. La police du Hampshire a rouvert l'enquête sur le meurtre de Teresa de Simone en 1979 à Southampton, dans le but d'identifier l'homme dont on a la signature ADN. Les experts de la police scientifique comparent alors l'ADN du tueur aux 6 millions d'empreintes génétiques répertoriées par la police criminelle. 4 mois après la libération de Sean Hodgson, les enquêteurs identifient le tueur de Teresa. L'homme aperçu le soir du crime serait un certain David Lace, dont voici l'unique photo alors qu'il n'était qu'un adolescent. Mais l'homme s'est suicidé en 1988. L'examen scientifique de sa dépouille semble confirmer qu'il serait bien le meurtrier de Teresa. Et chose incroyable, les enquêteurs à l'époque connaissaient cet homme. Car dès 1983, David Lace avait avoué spontanément son crime aux policiers alors que Sean Hodgson, lui, clamait son innocence depuis sa cellule. Seulement ces aveux n'ont jamais été pris en compte. Toutes ces confessions, ces aveux de David Lace, non seulement la police ne les a pas pris en compte, mais surtout ils ne les ont pas ajoutés au dossier de Sean Hodgson. À une époque où on venait de condamner Sean, et si en 1983 les policiers avaient pris au sérieux la déposition de David Lace, Sean, il sortait immédiatement. Cette négligence policière a brisé la vie de Sean Hodgson. Aujourd'hui, l'homme réclame à la justice 1 million d'euros de compensation. J'y ai droit, après toutes ces années en prison, après tout, ce n'était pas de ma faute.